Bonjour. La Déclaration universelle des droits de l'homme, particulièrement l'article 3, consacre trois droits. Le droit à la vie, le droit à la sécurité, mais aussi à vraiment la sûreté. Que chaque citoyen a le droit à la vie privée, a le droit de vivre libre, mais aussi d'être dans sa sécurité et de vivre vraiment en sécurité. Nous avons tous ici vu dans les nouvelles, dans les actualités, des crises qui ont frappé des territoires lointains parfois, Saint-Martin, Irma, Maria, Harvey, qui ont, tant qu'ouragans, durement frappé la Caraïbe. Ces ouragans nous ont un peu fait oublier que cet été, des dizaines de milliers de Provençaux, de Corses, ont dû quitter leur maison. Plus de 2230 feux de forêt de plus d'1 hectare dans le sud de la France l'été dernier. Ce sont plus de 200 km² qui sont partis en fumée. Et en une nuit, plus de 12 000 Varois qui ont dû quitter leur maison. Alors, dans un monde ultra connecté, où on nous parle énormément de big data, de data lake, d'open data, d'intelligence artificielle au service de l'humanité, comment peut-on encore aujourd'hui, dans les villes françaises, sur des territoires français, avoir des populations isolées, sans moyens de communication, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours? Est-ce que certains d'entre vous, dans la salle, habitent Paris? Qui habite Paris? Très bien. Alors, ceux qui habitent Paris, lesquels d'entre vous connaissent les itinéraires d'évacuation de Paris? Pas grand monde, pas personne. Qui connaît les abris ou les établissements qui reçoivent le public en cas de crise? Voilà, toujours personne. Pourtant, on a vécu en 2016, puis en 2018, une inondation qui a frappé un peu Paris, un peu. Il y a quand même eu des morts en 2016, énormément de dégâts matériels. Tout Paris et la région francilienne a retenu son souffle face à l'inondation que nous avons connue de la Seine. Et pourtant, encore aujourd'hui, en tant que Parisien, vous ne savez toujours pas comment évacuer Paris. On ne va pas trop se focaliser sur l'inondation en elle-même. On va se focaliser sur le sujet de cette conférence, la Smart City, la ville intelligente. On nous en parle beaucoup et en théorie, grâce à tous les moyens de communication dont nous disposons, certains d'entre vous sont en train d'utiliser leur téléphone mobile pour des réseaux sociaux, communiquer. Nous sommes ultra connectés. En tant que société moderne, nous devrions être aujourd'hui en pleine transition vers cette fameuse ville intelligente. L'inondation en elle-même, c'est une chose. Une coupure d'électricité à Paris, c'en est une autre. Et face à cette inondation qui nous a frappés très récemment à Paris, nous aurions pu connaître un blackout électrique qui aurait mis à mal les réseaux de communication, qui ont été un peu partiellement endommagés d'ailleurs pendant cette inondation. Il faut savoir qu'un réseau téléphonique normal ne peut router que 10% de ses clients, maximum. Quand vous avez une inondation, certaines armoires électriques et téléphoniques sont inondées. Donc les opérateurs vont perdre un peu de leur capacité. Donc, un Parisien peut très vite se retrouver dans une situation très inconfortable, sans moyen de communication. Comment vous prévenir? Comment avoir des nouvelles de vos proches, de vos enfants, de vos parents? Comment avoir de l'eau parfois, puisque les pompes qui vous abreuvent au robinet, chez vous, sont électriques. Et pas d'électricité, pas d'eau, pas de nourriture, pas de télécommunication. Donc un Parisien peut très vite se retrouver dans une situation très inconfortable. Et c'est exactement à cet endroit que je veux vous amener. Vous imaginez que vous n'avez plus d'électricité, plus de moyens de communication, plus d'eau. Vous devrez très rapidement quitter votre logement, même si vous n'êtes pas inondé. Et c'est là que cette Smart City, dont tout le monde rêve, hyper connectée, qui nous permet de nous transporter très vite, d'avoir les meilleurs moyens de transport, les meilleurs moyens de communication, les meilleurs moyens de formation, devient vite une chimère. Alors,
pense que vous avez un peu réfléchi, comment vous faites si jamais il n'y a plus de communication, plus de réseau téléphonique. Il y a plus de 200 ans, la France a connu, un peu moins que ça. En 1902, la France a connu sa plus grande catastrophe naturelle. Plus de 30 000 Français sont décédés, brûlés vifs, sur les flancs de la montagne Pelée, en Martinique. C'était la première fois qu'on utilisait la radio en situation de crise. Les câbles télégraphiques, à l'époque, qui traversaient déjà l'Atlantique, ont été rompus par l'éruption de la montagne Pelée. Et ces câbles télégraphiques routaient des télégrammes, et donc on était sans nouvelles de la Martinique, puisque ces câbles télégraphiques, malheureusement, étaient coupés. On envoie alors à ce moment-là Gustave Ferrier, en 1902, pour pouvoir déployer des émetteurs radio qui permettaient de relier la Martinique à la Guadeloupe, et derrière, avec les câbles télégraphiques de la Guadeloupe à l'Hexagone, avoir des nouvelles de la Martinique. Saint-Pierre a été rayé des communes de France pendant près de 10 ans. La commune a été complètement rayée de la carte. C'était le premier usage de la radio en temps de crise, et ces radios, quand elles sont revenues à Paris, ont été installées sur la Tour Eiffel. Et on commence à voir les prémices de la Smart City, de la ville intelligente, déjà en 1902, puisque cette Tour Eiffel est devenue un moyen de synchroniser des horloges, le temps, extrêmement important, car il permet de synchroniser les communications téléphoniques, les longitudes. Avoir des horloges synchronisées a permis de calculer les longitudes des bateaux. Gustave Ferrier devient le patron des longitudes, et en 1909, quand il a fallu démonter ces antennes radio sur la Tour Eiffel, on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que Paris était devenu, grâce à ces émetteurs radio, une ville intelligente. Une ville qui, grâce à la radio, permettait d'avoir la position des bateaux. Et la Tour Eiffel, encore présente aujourd'hui, est un émetteur radio. C'est un des piliers de l'intelligence de Paris, qui permet d'avoir la télévision numérique aujourd'hui, la radio, des réseaux téléphoniques, cellulaires. Et devenu patron des longitudes, Gustave Ferrier a continué ses travaux. Et quelques générations plus tard, on a lancé des satellites qui sont devenus des horloges en orbite. Alors ça a été d'abord la constellation GPS par les Américains, GLONASS, les Russes, les Européens avec Galileo, les Chinois, Baidu, les Japonais, QZSS. Bref, tous ces systèmes radio permettent aujourd'hui de rendre toutes les villes intelligentes. Sans ces satellites, sans ces horloges au-dessus de nos têtes, pas d'intelligence, pas de réseau de télécommunication, pas de synchronisation des flux financiers. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer à quel point toutes ces technologies ne valent rien si des hommes, des femmes ne se mobilisent pas pour les déployer, pour les exploiter. Car si vous revenez à mon anecdote de tout à l'heure sur la Seine, que serait Paris, ville intelligente, sans ses citoyens intelligents ? Ce qui fait l'intelligence de Paris, c'est notre intelligence. C'est notre capacité à nous organiser, à nous réorganiser face à une coupure électrique, à une coupure d'un réseau de télécommunications. Et pour revenir à ces fameux 200 ans de flashback auxquels je vous invitais, il y a plus de 200 ans, Marconi, Ampère, Volta, Tesla, Curie, tous ces grands hommes, toutes ces grandes femmes, Kendrick Lamar, Heidi Lamar, pas le même, Heidi Lamar, grande radioamatrice, mais toutes ces personnes ont travaillé le radioamateurisme. Alors le radioamateurisme, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un loisir technique. Heidi Lamar, grande femme, actrice, qui a joué dans Samson et Dalila, je vous invite à... Tout le monde connaît un peu son visage, mais beaucoup moins son œuvre dans l'innovation et dans l'intelligence, le développement de l'intelligence des villes. Elle a travaillé sur le radar, travaillé sur le Wi-Fi que vous utilisez certainement en ce moment. Les travaux de cette femme ont permis de détecter des avions grâce à le radar, mais nous permettent aujourd'hui, dans nos mains, d'avoir des terminaux qui nous permettent d'être connectés les uns aux autres, de pourquoi pas recevoir des instructions d'évacuation. Et c'est cette intelligence collective que les radioamateurs, au travers leurs loisirs techniques, diffusent. Un radioamateur, c'est quelqu'un qui va disposer d'une licence d'un État et qui va lui permettre à la fois d'émettre et de recevoir des messages radio dans différents modes. Alors ça peut être de la phonie, donc de la voix, comme je vous parle en ce moment à travers ce micro connecté en radio à la régie. Ça peut être aussi des réseaux de données, donc
comme ce que vous utilisez au quotidien sur le Wi-Fi, le Bluetooth. Ça peut être des systèmes de balises, alors des balises maritimes, aériennes, voire spatiales. Des dizaines de satellites radioamateurs ont été lancés. Et ces moyens radioamateurs permettent, en cas de crise, de disposer de 3 piliers. Le premier pilier du radioamateurisme, c'est la fraternité. Et c'est ce qui rend nos territoires intelligents, la solidarité, la fraternité. Les villages à Sendai où il y a eu le plus fort taux de survie, ce sont les villages où les voisins étaient solidaires, où ils ont été frappés les uns aux portes des autres. Voir, as-tu entendu la sirène? As-tu entendu le signal qui dit qu'il faut évacuer? Deuxième pilier du radioamateurisme, la gestion de crise, dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, et l'expérimentation. C'est cette expérimentation qui permet sans cesse de repousser les limites de l'intelligence collective. Cette expérimentation a donné naissance en 1997 à une norme qui s'appelle l'alerte cellulaire, le cell broadcast en anglais. Ce protocole est né dans le sud de la France, au sein de l'ETSI. Le protocole alerte cellulaire ou cell broadcast permet de recevoir sur un téléphone mobile un message d'alerte. S'il y avait quelque chose de grave qui se passait dehors, en théorie, normalement, nous devrions être prévenus par des sirènes. Mais je ne suis pas certain qu'on entendrait cette sirène ici. Je ne suis pas certain que si vous l'entendiez, vous sauriez prendre la bonne décision. Et ces travaux collectifs, ces travaux d'intelligence collective, permettent aujourd'hui de travailler sur cette alerte cellulaire et de prouver que ça fonctionne. C'est un peu mon travail aujourd'hui au sein de l'ONG que j'ai créée qui s'appelle HAND pour Hackers Against Natural Disasters, qui fédère des radioamateurs, des community managers, des développeurs, des hackers, qui mettent à disposition de tous, à travers du logiciel libre, à travers du matériel libre, des compétences scientifiques et techniques. Je reviens de la Guadeloupe où le 15 mars, on a participé à un exercice qui s'appelle Caribwave, qui est un des plus gros exercices d'évacuation de population. Plus de 800 000 personnes jouent leur propre rôle de citoyens, évacuent leurs bureaux, évacuent leurs maisons, évacuent leur ville, leur village, pour être prêts, le jour où ce tsunami survient, à prendre la bonne décision. Le meilleur moyen de rendre un territoire intelligent, le meilleur moyen de construire une smart city, une ville intelligente, c'est d'informer les populations des risques auxquels elles sont confrontées. Ensuite, former ces personnes à faire face à ce risque et bien entendu, au bout du bout, quand l'aléa est présent, alerter ces populations. En France, malheureusement, nous avons un radioamateur pour 400 habitants. Aux États-Unis, un radioamateur pour 7000 habitants. Pardon. Aux États-Unis, un pour 400. On pourrait se dire que aux États-Unis, il y a plus de crises, c'est pour ça qu'il y a plus de radioamateurs. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, Paris, inondation de Nassène, sud de la France et Corse, feu de forêt, Saint-Martin, ouragan, sud de la France, tremblement de terre de temps en temps. Nous sommes aussi un pays à risque et nous avons été durement frappés par les attentats récemment, ce qui prouve que nous avons besoin aujourd'hui de ces solutions techniques, certes, mais aussi d'organisations humaines pour faire face à ces crises qui vont de toute façon nous impacter de plus en plus. Le réchauffement climatique n'est plus une théorie, je pense que les catastrophes qui se succèdent nous le prouvent. En revanche, ce qui est certain, c'est que nous devrons, nous adapter de plus en plus vite à ces crises. Alors, que faire, du coup, aujourd'hui? Évidemment, je vous invite, en tant que radioamateur, à passer vos licences. Et entre 6 mois à 1 an de travail. Si vous partez d'un cursus qui n'est pas du tout scientifique, à raison d'une journée de travail par semaine, vous avez un bagage scientifique et technique, ça prendra moins de temps. C'est un loisir technique où vous avez énormément de personnes qui souhaitent transmettre leur savoir, mais vous avez la possibilité aussi d'animer ce qu'on appelle les médias sociaux en gestion d'urgence. Utilisez vos téléphones mobiles en cas d'exercice, en cas de crise, pour évidemment relayer des messages utiles, éviter de relayer de mauvaises rumeurs, puisque les réseaux sociaux, malheureusement, sur ces deux champs, évidemment, il y a des droits, de dire, de parler, de vous exprimer. Vous avez aussi des devoirs et des responsabilités de ne pas relayer, évidemment, de fausses rumeurs. Et ces médias sociaux en gestion d'urgence sont devenus une discipline, avec des associations comme Vsauve, par exemple, qui ont des dizaines de volontaires en France et dans le monde, qui permettent justement de travailler cette discipline sur les réseaux sociaux et de bien router, bien transmettre les bons messages au moment de ces crises. Vous pouvez aussi vous engager dans les forces de sécurité civile, aller dans les casernes les plus proches de chez vous. On a un gros déficit de sapeurs-pompiers.
Et je pense qu'ils seront ravis de vous recevoir. Ce que je souhaite faire au sein de cette ONG AND, c'est vraiment à la fois vous sensibiliser sur ces questions, vous montrer à quel point on peut être très vite vulnérable. La fée électricité nous a rendus extrêmement dépendants du confort. Mais nous avons aujourd'hui tous les outils pour rendre nos territoires intelligents. Mon invitation donc aujourd'hui, c'est de rejoindre nos rangs, de travailler sur ces réseaux sociaux. Ils sont utiles, ils sont pertinents, et créer enfin un vrai corps de sécurité civile numérique. Merci à vous.